Malgré mon métissage, je suis née et j'ai grandi en France et j'ai découvert mes origines afro assez tardivement finalement. Tu te sentais pas à l'aise quand tu réseautais avec d'autres personnes qui sont issues de la communauté blanche. Mhm. Pourquoi? Enlever le beurre, enlever les œufs, la gélatine, ça veut pas dire que les produits ne vont pas avoir des saveurs. C'est pas juste un truc de bobo, d'écolo, un truc de blanc aussi, de manger vegan, que ça peut être gourmand. Je sais que j'ai déjà des clients qui ont été émus Ah, en, carrément? en mangeant mes gâteaux. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Kizital Connect, une série qui met en avant les entrepreneurs issus de la diaspora africaine. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Isabelle. Originaire de la Guyane et de la Loire, Isabelle est pâtissière de métier. Petite fille de boulanger et pâtissier, artiste dans l'âme, passionnée de la nature et de la culture afro, elle a fondé Wassaï, un salon de goûter 100% vegan ouvert depuis 1 an et demi à Lyon. Un lieu où le végétal sublime les saveurs afro. Un lieu qui lui ressemble. Là, on est dans le café de Isabelle, le Wassaï Café. Non, C'est juste pas ça? Wassaï, pas le Wassaï Café. Juste Wassaï, Oui, il pas s'appelle Wassaï Wassaï. Café. C'est ça, le café Wassaï, où on est à Wassaï. Mais Wassaï Café, c'est juste le pseudo Insta. D'accord, ok. Quand est-ce que ça a commencé? Alors, ça a commencé par vraiment une idée, la volonté d'ouvrir un lieu à mon image qui puisse valoriser les cultures et les saveurs afro, mais aussi l'art, l'artisanat, la nature, notamment à travers des ingrédients d'origine végétale. Et voilà, donc j'ai passé à peu près 3 ans à travailler sur la création de ce beau projet. Et là, maintenant, Wassaï est ouvert depuis 1 an et demi. Et bravo, bravo pour ça. Merci beaucoup. Oui, du coup, je vais montrer des images du café. C'est vraiment très beau. Il y a une belle identité. Comme Isabelle a dit, elle a beaucoup travaillé et ça se voit vraiment. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. Le café, il est vegan? Oui. Parce que t'es vegan? Alors moi, je suis végétarienne depuis une dizaine d'années, mais je mange vraiment très très peu de produits d'origine animale. Un petit peu de miel, de temps en temps un peu d'œuf ou de fromage, mais c'est vraiment très très rare. Et du coup, je voulais quelque chose d'assez cohérent et facile à comprendre auprès de ma cible, de ma clientèle. Donc au début, je m'étais posé la question de est-ce que je fais quelques gâteaux avec des œufs ou pas, mais j'avais peur que ce soit pas assez clair, assez lisible, donc je me suis dit non, autant partir sur quelque chose de 100% vegan. Et moi-même, c'est cool aussi parce que ça m'encourage encore plus à adopter cette alimentation-là et ce style de vie-là, sans cuir, sans produit qui est issu de l'exploitation animale. Donc voilà, c'était vraiment un choix au niveau de mes valeurs, au niveau moral. Et voilà, c'était un pari un peu risqué de mêler végétal et saveur afro, mais finalement, ça fonctionne. On a tellement de beaux fruits, de plantes et d'épices qui ont du goût et qui méritent à être connus, que finalement, enlever le beurre, enlever les œufs, la gélatine, ça veut pas dire que les produits ne vont pas avoir des saveurs. Et l'avantage du végétal, c'est que c'est aussi très inclusif. Parce qu'on peut avoir tendance à penser que c'est vraiment de niche, mais finalement, l'avantage des produits véganes, c'est qu'ils s'adressent à tous, aussi bien aux enfants, aux femmes enceintes, aux personnes musulmanes, juives, aux personnes qui ont une intolérance alimentaire. Donc on n'a pas de questions à se poser à ce niveau-là. Tout le monde peut venir manger un gâteau, une boisson vegan. Oui, c'est vrai que c'est très inclusif et puis c'est goûteux aussi, au final. Exactement. Et c'est sain. C'est plus sain, et puis vraiment, comme je disais tout à l'heure, si on utilise des bons produits, un chocolat de qualité, des fruits qui sont mûrs, des poudres de super aliments qui sont aussi chargées en goût, on n'a pas besoin d'utiliser de beurre, d'utiliser des œufs, et même de mettre beaucoup de sucre aussi, puisque c'est aussi un choix que j'ai voulu faire, aussi pour rendre mes pâtisseries saines, comme tu viens de le dire, c'était aussi
de proposer des gâteaux qui sont vraiment allégés en sucre, allégés en matière grasse, et puis des boissons aussi sans sucre ajouté ou alors avec très très peu. Par exemple, là, dans ton latte à l'hibiscus, il y a 0 sucre. Et dans ce jus de fruits, j'ai voulu choisir un fournisseur qui s'appelle le Jus de Mama. D'accord. Et lui, il ajoute ni eau, ni sucre ajouté dans ses jus. On est vraiment sur du pur fruits, légumes et épices. Et du coup, c'est encore plus sain et on sent vraiment tout le goût des fruits. C'est nutritif. Vous voyez, voilà. Plus exactement. nutritif, en tout cas. C'est plus nutritif, il y a plus de vitamines et oui. D'accord. Et comment tu trouves ces fournisseurs? Parce que c'est pas évident dans ce secteur-là. Par exemple, le jus en question, je sais pas, c'était facile de... Je trouve qu'il y en a de plus en plus. Faut juste essayer d'aller un petit peu au-delà des canaux de diffusion ou des fournisseurs classiques, traditionnels. C'est vrai que par exemple, il y a beaucoup de restaurateurs qui vont aller chez Métro. Moi, à Métro, je ne trouve quasiment rien qui m'intéresse à part quelques emballages ou voilà, des poches à douille, ce genre de choses, du sucre. Mais sinon, comme j'ai envie d'avoir des produits qui sont bio, des farines alternatives, de la bonne margarine, de la crème végétale pour faire ma chantilly. Et puis aussi, j'avais envie de valoriser l'artisanat et l'entrepreneuriat aussi des afrodescendants, que ce soit dans mon épicerie fine ou bien à la carte de mes boissons par exemple. J'ai vraiment voulu travailler avec des fournisseurs qui sourcent correctement leurs fruits, leurs cafés, leurs chocolats, leurs produits. Et oui, vraiment avec un travail sur le terrain pour que les agriculteurs, les producteurs soient bien rémunérés, que tout soit fait dans les meilleures conditions possibles. Et du coup, c'est plus simple pour les consommateurs, mais également pour les familles de producteurs. Et ça permet aussi de soutenir des petites marques ou des entrepreneurs afro qui peuvent avoir parfois un peu plus de difficultés à s'insérer sur le marché ou à aller démarcher tous les restaurants, les hôtels, les cafés. Et moi, ça me tenait à cœur aussi de pas faire comme tout le monde en proposant les mêmes boissons, les mêmes saveurs, mais d'aller chercher des choses un petit peu plus originales, comme le fruit du baobab, comme le moringa, l'hibiscus. Oui. Ces saveurs-là, tu les connais parce que tu as grandi avec ou peut-être tu as fait des recherches? C'est surtout le fruit de recherche et de voyage aussi, parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré mon métissage, je suis née et j'ai grandi en France et j'ai découvert mes origines afro assez tardivement finalement. D'accord. Donc ça a été pas mal par le biais de mes rencontres, de mes connaissances, des voyages que j'ai pu faire en Guyane et puis aussi au Bénin. Pour le moment, c'est le seul pays d'Afrique où j'ai voyagé. Mais toutes ces rencontres, puis même la curiosité que j'ai aussi à aller pousser la porte de restaurants, que ce soit indien, antillais, africain, pour aller découvrir des nouvelles saveurs avec lesquelles j'ai pas forcément grandi, ça m'a permis d'avoir des véritables coups de cœur. Et je me souviens de la première fois par exemple où j'ai bu le bissap, le jus d'hibiscus. J'ai eu vraiment une révélation quoi. Je me suis dit mais comment j'ai pu passer la plupart de ma vie sans cette boisson, c'est incroyable, c'est délicieux. Et justement, l'hibiscus, on le connaît sous forme de jus ou d'infusion. Et moi, j'ai voulu le pousser un peu plus loin, essayer de proposer des choses un peu différentes. Donc, ici, on le propose sous forme de latte, sous forme de cookies, de cake, de layer cake à la crème. Enfin, plusieurs déclinaisons comme ça. Donc, je suis partie de ces découvertes que j'ai pu faire, soit par l'intermédiaire de mes rencontres, de mes voyages ou de mes découvertes dans les cafés et des restaurants. Et après, j'ai modifié un peu à ma sauce avec ma créativité, en m'inspirant aussi un peu des recettes de ma famille avec lesquelles j'ai grandi pour le coup, parce que mes grands-parents étaient boulangers-pâtissiers. Donc essayer de transformer un peu ces recettes de famille aussi, et puis la pâtisserie française anglo-saxonne, mais avec des saveurs d'Afrique et des Antilles. D'accord. Donc c'est tes grands-parents qui t'ont transmis la pâtisserie, la boulangerie, l'envie de créer. Je dirais que ma curiosité et l'envie de proposer des saveurs différentes, de pousser un petit peu, de sortir des sentiers battus, c'est vraiment à ma mère que je le dois. Parce que depuis toute petite, elle m'emmène
régulièrement à des expositions, au musée, dans plein de restaurants différents. Et elle m'a toujours poussée à essayer de choisir, je sais pas, des parfums de glace un peu différents du classique vanille, fraise, chocolat. D'être assez curieuse depuis toute petite. Donc ça a toujours fait partie de moi d'essayer d'être curieuse en fait et de découvrir des nouvelles choses. Et puis je passais énormément de temps avec mes grands-parents pendant ma jeunesse et le fait de les voir cultiver leurs propres fruits, parce qu'ils avaient vraiment un énorme jardin à la campagne, respecter les saisons aussi, en récoltant vraiment les fruits à maturité. Ils faisaient des sirops, des confitures, des bons gâteaux maison quasiment tous les week-ends. Donc tout ça, ça m'a rendue très gourmande, mais ça m'a aussi permis de voir l'importance aussi de choisir des bons produits, des bons fruits et de respecter aussi la saisonnalité. Oui, c'est ça du coup qui fait que qualitativement aussi, t'arrives à te démarquer. Oui, exactement, c'est grâce à cette éducation-là aussi. Et puis après, à mon parcours personnel, parce que moi je me régale vraiment plus quand je mange un gâteau, je sens que les produits sont de bonne qualité, où le chocolat a vraiment un très bon goût, où il n'y a pas trop de sucre. Et puis quand je sais en plus que derrière, il y a des produits qui sont issus du commerce équitable et qu'il y a une certaine traçabilité, une certaine transparence, une bienveillance aussi bien envers les humains, les producteurs, les animaux, la planète, quoi, j'ai envie de dire. Je vais passer encore plus un bon moment à manger, à boire. Oui. Et puis en plus, c'est super parce qu'en fait, ton café pense à l'avenir. Voilà. C'est pas, t'as pas juste créé ce business pour, juste pour faire un business, quoi. Oui, exactement. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu durable. C'est ça. Comment on dit, développement durable. Oui, voilà, c'est ça, c'est le développement durable. Mais en même temps, c'est vrai que c'est tourné vers l'avenir, mon concept, mais j'avais aussi cette volonté finalement de revenir à quelque chose d'assez authentique et d'assez simple, d'assez naturel. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés où on consomme beaucoup de produits transformés. Certaines personnes mangent de la viande à tous les repas. Il y a beaucoup de fast-food, donc il y a du bon et du moins bon dans tout. Et puis, ce qu'il faut toujours éviter, c'est les excès. C'est ça. Mais justement, il y a encore quelques décennies, on avait une alimentation qui était quand même plus saine, plus naturelle, moins transformée, plus liée aux saisons. Si on vivait près d'une rivière, d'un fleuve ou de la mer, on allait manger du poisson. Si on vivait plus à l'intérieur des terres, on n'allait pas forcément en consommer beaucoup. Puis on allait tuer un animal et essayer de ne rien gaspiller, quoi, de consommer le plus de parties possible. Et enfin, c'était pas non plus tous les jours. Il y avait beaucoup de respect en fait. Oui, c'est ça. Par rapport à la nature. Exactement. Et je trouve que ça s'est un petit peu perdu, ça, justement. Et c'était important pour moi d'y revenir et de montrer justement que on peut tout à fait se régaler et que c'est pas juste un truc de bobo, d'écolo, un truc de blanc aussi, de manger vegan, que ça peut être gourmand. On n'est pas obligé d'être au régime, on n'est pas obligé d'être dans la restriction. Ouais, enfin moi j'adore manger en tout cas, donc je voulais vraiment faire quelque chose de gourmand avant tout, mais qui ait du sens, qui soit sain et le plus respectueux possible, à la fois de notre santé, de l'environnement et de tous ses habitants, aussi bien les animaux que les humains qui travaillent les produits. Ok, d'accord, c'est super. Merci à toi. Et du coup, dans ton café, tu mets beaucoup d'autres entrepreneurs en avant. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, c'est vrai que moi, ma volonté en ouvrant un lieu, c'était pas uniquement de proposer des gâteaux et des boissons, même si c'est la base d'un coffee shop, d'un café, d'un salon de thé, mais je voulais aller plus loin. Et moi, je suis vraiment intéressée par tout un tas de choses. Après mon bac, j'ai fait une formation de photographie dans une école d'art, donc j'ai aussi ce cursus, ce bagage artistique. Et
Donc c'est aussi pour ça que par exemple on organise des expositions qui changent à peu près tous les 2-3 mois. Donc je voulais mettre en avant à la fois des artistes, notamment de la diaspora, mais aussi d'autres entrepreneurs, parce que je me disais que bon, quitte à avoir un lieu, autant l'utiliser au maximum et pourquoi pas le mettre à disposition d'autres personnes qui ont des produits, des talents, une expertise ou des choses à partager. Donc c'est vrai que Wasai c'est plus qu'un simple café, qu'un simple salon de thé. Déjà moi j'aime bien l'appeler salon de goûter parce qu'il y a ce côté où un peu réconfortant de l'enfance, le temps de l'après-midi qu'on prend autour d'un gâteau. Donc j'aime bien le terme salon de goûter. Mais c'est aussi un lieu culturel, un lieu de rencontre, de partage, avec toute une programmation d'événements. Donc aussi bien des cours de yoga, des soirées contes, des after-work de networking, des clubs littéraires. On a vraiment tout un tas de choses possibles ici, tout au long de la journée. Et puis, à travers mon épicerie fine, ou même à travers aussi la bibliothèque qui est juste derrière toi, je mets aussi en avant les produits, les savoir-faire, les œuvres, les livres d'autres artistes ou entrepreneurs afrodescendants. Et d'ailleurs, c'est grâce à l'événement Afropreneur que de je t'ai connue sur les réseaux sociaux. D'accord. Oui, parce il partage à chaque fois le lieu dans lequel il fait ses rencontres. Et du coup, celui auquel j'avais participé, c'était avec Arnaud. Ok, oui, au goût de ça, au goût de ça. Ok, d'accord. Très bien. Ouais. Coucou Arnaud, si tu regardes la vidéo. Mais oui, non, c'est une belle initiative, ça aussi. Oui, c'est vraiment un très bel événement. En fait, avec Brandon, on se connaît déjà depuis plusieurs années. Et donc le projet a émergé vraiment petit à petit. On se disait que ce serait bien de faire quelque chose un jour ensemble. On savait pas encore trop quoi. Et puis un jour, il est venu me voir avec cette idée d'afterwork afropreneur. J'ai trouvé ça génial. Et en plus, ça ne se fait pas à Lyon, en tout cas, pas à ma connaissance. Enfin, je sais qu'il y a certains réseaux d'entrepreneurs ou de professionnels des Antilles ou de l'Afrique qui se font, mais j'ai l'impression que c'est plus une certaine génération, peut-être plus la génération de nos parents, des gens un peu plus anciens, j'ai envie de dire. Oh là là, c'est horrible de dire ça comme ça. Nos aînés, n'est-ce pas? Excusez-moi. Et moi, je sais que pendant mon parcours, pour mettre en place ce projet, pour créer mon entreprise, les réseaux dans lesquels j'étais, c'était soit avec tout type de personnes et d'origine, ce qui est très bien aussi, ou alors des événements de networking avec une majorité de personnes blanches. Et du coup, pour partager certaines problématiques, certaines valeurs ou des aspects de mon projet, je me sentais pas forcément toujours à l'aise de le faire. D'accord. Et donc ça fait du bien de se retrouver un peu entre nous aussi, même si les personnes afro, on est très différents les uns des autres selon nos parcours, de si on a grandi ou pas en France, en Afrique, aux Antilles, mais on a des choses à s'apporter et des points communs. Et c'est cool de pouvoir réseauter ensemble, de créer des collaborations aussi les uns avec les autres. Oui, franchement, pouvoir réseauter, c'est important, je trouve. Ça crée des opportunités, on se sent moins seul, ça peut nous donner confiance, et puis parfois on peut buter sur être coincé par rapport à un petit problème, et le fait d'en parler à d'autres entrepreneurs, ça nous permet en fait de trouver des solutions plus rapidement et d'avancer. Et du coup, j'aimerais juste revenir sur ce que tu disais. Tu te sentais pas à l'aise quand tu réseautais avec d'autres personnes qui sont issues de la communauté blanche. Pourquoi? Parce que comment dire, dans mon parcours d'entrepreneur, même dans mon parcours de vie en général, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Je suis à la fois une femme métisse, dans la restauration, en même temps avec un parcours artistique, donc j'ai pas mal de casquettes, on va dire. Et selon les milieux dans lesquels je suis, j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi que je mets un petit peu entre parenthèses, alors que justement mon côté afro, cette identité métissée, afrodescendante, elle est hyper importante pour moi, aussi bien dans ma vie que dans mon projet d'entreprise, dans mon café. Donc c'est important pour moi de pouvoir en parler sans avoir
à me justifier, sans avoir à expliquer ce que c'est et en quoi c'est légitime, en quoi c'est important. Donc le fait de pouvoir juste réseauter avec des personnes qui me ressemblent sans que ce soit un sujet, juste ça semble naturel et fluide, c'est vrai que c'est agréable. Mais et après voilà aussi le fait de réseauter avec des personnes qui sont différentes, ça apporte aussi d'autres points de vue. Une ouverture aussi. Oui, donc c'est aussi très bien. Enfin, je suis pour l'ouverture, mais je trouve ça important juste de pouvoir avoir des espaces où on peut aussi se retrouver avec des personnes qui nous ressemblent, qui nous comprennent et qui partagent non, mais je vois une ce que tu identité veux dire. commun, quoi. Oui, je voulais juste avoir vraiment le fin fond de ta pensée. Oui, je comprends. Ok. D'accord, ok. Et pour la création du Wasai, est-ce qu'il y a eu des étapes clés qui ont été difficiles pour toi? Oui, il y a eu plusieurs étapes difficiles. Je pense que la première... Non, disons que... Oui, la première étape un peu compliquée, ça a été de passer de l'idée du projet à sa réalisation. Je sais ce que je veux, je sais ce que j'aime, mais parfois je sais pas comment le faire. D'accord. Donc l'idée de Wasai, ça fait déjà plusieurs années que je sais je savais déjà quelle saveur j'allais proposer, quelle identité artistique je voulais apporter, les couleurs, le logo, la décoration, tout ça c'était déjà clair depuis plusieurs années. Mais par contre, toutes les étapes intermédiaires entre mon idée et la réalisation concrète d'un lieu, ça c'était très flou pour moi. D'accord. Je savais pas par quoi commencer pour créer mon entreprise, quel statut adopter, comment chercher un local, est-ce que c'était mieux que je fasse le projet toute seule, est-ce que je recherchais des associés, et puis comment aller voir les banques, comment obtenir un prêt, enfin toutes ces choses-là c'était assez flou. Donc là pour ça je me suis fait accompagner par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et j'ai aussi eu la chance d'être sélectionnée pour participer au programme de formation de l'association Les Déterminés, qui propose 6 mois d'accompagnement gratuit pour des porteurs de projets ou des entrepreneurs qui sont déjà lancés. Et ça nous permet justement de nous aider à nous structurer. On a vraiment des cours avec des professionnels, aussi bien dans la comptabilité, dans le juridique, ou des entrepreneurs qui ont pas mal d'années de métier et qui viennent nous partager leur expérience. Et on peut échanger aussi entre nous avec les autres candidats de la formation, et ça permet vraiment d'y voir plus clair. Et grâce à ça, voilà, j'ai pu enfin savoir quelles étapes je devais franchir, dans quel ordre. Et j'ai plus avancé finalement en 6 mois qu'en 3 ans. Toute seule en fait. Voilà, j'étais seule avec mes idées, avec mes tableaux Pinterest, avec mes listes de recettes, avec mes gâteaux que je vendais de chez moi. C'était très bien, mais pour passer l'étape supérieure, j'étais coincée. Et justement, le fait d'avoir accès à ce réseau-là, à ces accompagnements gratuits avec la CMA et avec les Déterminés, ça m'a beaucoup aidée. Donc il y a eu ça. Comme première difficulté, c'était de réussir à me structurer. Oui. Et ensuite, ça a été de réussir à trouver le local idéal pour mon activité et le financement forcément qui va avec, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Et là, ça a été long. J'ai passé presque 1 an à réussir à trouver le local et le financement. Donc cette année-là fait partie des 3 ans dont je parlais tout à l'heure pour créer le projet. Elle est à l'intérieur. Mais pendant 1 an, j'ai visité une bonne vingtaine de locaux différents. D'accord. Dans plusieurs quartiers de Lyon. Parce que moi, je cherchais soit plutôt à Lyon 7, entre Saxe et Jean Massé, ou bien dans les pentes de la Croix-Rousse, par rapport à ma cible, à ce que je voulais proposer. Bien sûr. Je trouvais que c'était un peu les 2 quartiers les plus adaptés, les plus fréquentés. Et puis je partais aussi du principe que ma cible me ressemblait. Et moi, je sais que c'est les 2 endroits de Lyon où je sors le plus. Donc, du coup, ça faisait sens. Okay. Mais voilà, il a vraiment fallu 1 an pour que j'arrive à trouver le local qui me plaise, qui soit adapté à mon projet, de réussir à faire une offre aux propriétaires des lieux qui soit validée pour acheter le fonds de commerce, et puis de réussir à convaincre une banque que mon projet était viable et de réussir à obtenir un prêt. Ok.
Et comment ça s'est passé avec la banque, les démarches tu t'es fait accompagner ou vraiment t'es arrivé et puis t'as présenté ton projet comme tu le souhaitais? Alors au début, je me suis fait accompagner par un courtier bancaire et il m'a accompagnée du coup sur plusieurs rendez-vous avec différentes banques. Puis il avait des contacts, donc c'était assez facile d'obtenir des rendez-vous avec lui. Mais la difficulté qui s'est présentée, c'est que les banquiers devant lesquels j'étais n'adhéraient pas forcément toujours à mon projet, parce que pour obtenir un oui d'une banque, il faut bien sûr que le business plan soit cohérent et qu'il y ait quelque chose qui soit cohérent entre l'endroit, le local choisi, l'activité, l'expérience de la personne qui veut lancer l'activité. Enfin, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, le projet aussi, et j'arrivais pas à convaincre dans ces moments-là. Enfin, ça ne matchait pas. Donc, à un moment donné, je me suis dit que j'allais peut-être essayer de faire les rendez-vous bancaires moi-même. Et là, je sais pas, j'ai l'impression que la vie, elle est plutôt bien faite, parce qu'à partir du moment où j'ai fait les rendez-vous bancaires par mes propres moyens, bon, avec l'expérience aussi de tous ces rendez-vous, c'est un peu toujours les mêmes questions qui sont posées, il faut toujours un peu sortir les mêmes chiffres, apporter les mêmes réponses, donc j'étais déjà un petit peu rodée et plus confiante. Mais en prenant ces rendez-vous-là moi-même, je tombais sur des conseillers bancaires ou sur des banquiers bancaires qui étaient déjà plus en phase avec mes valeurs, avec moi, avec mon projet. Et ouais, ça a été tout de suite beaucoup plus fluide. J'ai commencé à avoir des propositions et j'ai pu choisir du coup la banque qui me correspondait le plus, qui s'appelle la Nef. C'est une banque éthique qui finance uniquement des projets qui ont un impact positif, soit au niveau culturel, sociétal ou écologique. Et du coup, ça matchait avec mon projet et en fait, tant au niveau humain qu'au niveau des taux que la banque me proposait, qu'au niveau des valeurs, enfin tout s'est un peu aligné. C'est intéressant. Hein. Et voilà. Donc ça a été long, mais finalement peut-être que sans ces rendez-vous un peu ratés qui n'ont rien donné, j'aurais pas eu suffisamment de confiance et d'expérience pour après aller plus vers les banques qui me correspondaient et parler de mon projet avec suffisamment d'assurance aussi pour réussir à avoir une proposition de prêt et un accord. Oui. Mais c'est bon à savoir parce que je savais pas qu'il y avait des banques qui accompagnaient des projets porteurs de sens, quoi. Oui, ça existe, c'est assez nouveau, mais en fait finalement j'ai l'impression que les banques sont un petit peu comme elles sont pas totalement neutres dans leur positionnement. Elles vont financer plus ou moins des entreprises, des projets qui parlent à leur éthique, à leur philosophie, à leurs critères. Il n'y a pas uniquement le côté financier qui rentre en jeu. Il y a aussi le projet. Le projet, derrière. exactement. Oui. D'accord, ok. Et qu'est-ce que Wassaï t'a apporté comme nouvelles opportunités depuis que tu as ouvert? Déjà, en premier lieu, grâce à Wassaï, j'ai fait plein de merveilleuses rencontres. Vraiment, je m'attendais pas à que ce soit à ce point. Mes clients sont vraiment adorables et hyper bienveillants, hyper bienveillantes. Donc j'ai commencé au fil du temps à tisser des liens, même des amitiés avec certaines personnes. Et ça vraiment, humainement, c'est hyper riche, c'est hyper fort. Donc oui, ça m'a apporté avant tout des bonnes rencontres. Et puis aussi une certaine expérience de vie et une maturité. J'ai l'impression que je suis vraiment devenue adulte avec Wassaï. D'accord. Le fait d'avoir vraiment des responsabilités, d'avoir un chiffre d'affaires à réaliser, d'avoir un lieu qui m'appartient, de pouvoir faire la direction artistique, de pouvoir proposer ma carte, de choisir les personnes avec lesquelles je travaille aussi, aussi bien les salariés, les personnes avec lesquelles j'organise des événements, les fournisseurs. Ça m'a vraiment donné une certaine confiance en moi aussi, de pouvoir avoir la main sur tout ça. Là où quand j'étais salariée, je pouvais pas forcément m'exprimer autant, être autant en accord avec mes valeurs, choisir avec qui je travaillais
Et j'avais pas forcément des clients aussi en face de moi qui étaient toujours bienveillants. Donc ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie, Wasai. Après, c'est un peu mon bébé parce que c'est vraiment devenu quelque chose de très central. Mais aussi parce que c'est encore le lancement et c'est ça, l'entrepreneuriat déjà c'est assez prenant. Et puis j'ai l'impression qu'encore plus une activité avec un local physique. Où on va tous les jours, on accueille ses clients, où on a aussi du concret, des matières premières. Ça demande de l'énergie. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, d'investissement. C'est une certaine charge mentale. Et oui, c'est hyper stimulant. Oui. D'accord, ok. Ouais, c'est génial. Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ton café? Des anecdotes par rapport à ton café? Oui, plus ton café. Attends, je réfléchis. L'entrepreneuriat, c'est quand même assez difficile, donc c'est vrai qu'il y a eu certains mois plus compliqués que d'autres, où je me suis posé la question de la viabilité du projet, de si j'étais à la hauteur aussi, si j'allais y arriver. Donc ça, c'est plus les doutes. Ouais, c'est vrai que parfois j'ai certains doutes comme ça. Après, il reste jamais trop longtemps parce que derrière, il y a d'autres très bonnes journées qui arrivent et puis je suis aussi très très bien entourée. D'accord. Et ça, c'est vraiment primordial et hyper important en tant qu'entrepreneur, en tant que restaurateur, d'avoir un bon entourage. Ça aide beaucoup. Ah oui, vraiment. Ça aide beaucoup pour avoir des conseils, pour pouvoir se confier, être rassuré, ou si on a un salarié d'absent, de pouvoir faire d'abord appel aussi à ses amis avant de chercher à recruter quelqu'un d'autre. Enfin, c'est quand même assez pratique, donc j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Puis même que ce soit pour mes travaux, pour monter les tables, pour des choses comme ça. Enfin, j'ai vraiment l'aide de mes proches, donc ça c'est vraiment génial. Après, dans des anecdotes avec des clients, dans l'ensemble, c'est très positif. Je sais que j'ai déjà des clients qui ont été émus en mangeant mes gâteaux. Ok. Parce que la nourriture, c'est très lié aux émotions et parfois à la famille aussi. Et j'ai certaines clientes, je me souviens d'une notamment, qui en dégustant ma crème de maïs antillaise, c'est un dessert à base de semoule de maïs, de cannelle, zeste de citron vert, muscade, on peut mettre d'autres épices aussi dedans. Et elle a pleuré en la mangeant parce que ça lui a rappelé celle que sa grand-mère lui faisait. Et elle venait de partir assez récemment, donc ça l'a vraiment touchée. Et c'est vrai que ça m'arrive aussi assez régulièrement d'avoir des personnes antillaises des Antillais qui vont boire mon chocolat chaud, antillais du coup. Et ça va leur rappeler celui que leur tante, leur mère, leur grand-mère leur préparaient et ça les touche. Et du coup d'entendre ça, moi aussi ça me fait vraiment plaisir parce que c'était aussi ma volonté en ouvrant Wasai, c'était de pouvoir permettre à des personnes qui ne connaissent pas les saveurs afro de pouvoir les découvrir, mais aussi à nous qui sommes aussi issus de ces territoires, de ces pays, de pouvoir reconnecter avec nos saveurs, avec nos produits, avec nos origines, mais peut-être un peu différemment aussi des traditions, de ce que notre famille a pu nous apporter, et d'apporter quelque chose de nouveau, mais en même temps quelque chose d'assez familier, où si on a l'habitude de consommer du bissap, du moringa, de la farine de manioc sous une certaine forme, de pouvoir la retrouver sous une autre et ouvrir un peu le champ des possibles. Bon, du coup, ça a coupé. Bon, voilà. Voilà, mon téléphone n'avait plus de batterie, donc là, on va reprendre. Il y aura peut-être un petit problème de son parce que on n'aura plus de micro. Voilà, parce que c'est en charge. Mais c'est pas grave, on continue. Alors, on va passer au Teasy Quest. Voilà, je te laisse piocher. Alors, en quoi ce projet t'a fait grandir et qu'est-ce qu'il t'a appris ? Il m'a fait grandir sur plein d'aspects. J'ai appris à plus me faire confiance et surtout à écouter mon intuition. C'est très important de s'écouter. Et il y a pas mal de petits moments, je pense, où j'étais face à différents choix, à différentes situations. Et
je disais tout à l'heure que c'est important d'écouter les conseils, mais il y a des moments, s'écouter soi aussi, c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'il n'y a personne d'autre que toi qui va savoir le mieux de quoi tu es capable, ce qui est le mieux pour toi, pour ton entreprise. Et donc parfois, j'ai pu avoir différents sons de cloche mais autour de moi. Et le fait de m'écouter, de prioriser mes besoins, de suivre mon intuition, de décider ou non de faire confiance à telle ou telle personne, de faire ce choix-là, ça a pu m'aider, peut-être me sauver de certaines galères ou au contraire me faire aller plus vite. Donc ouais, c'est important de s'écouter. Cette petite voix-là qui te dit d'aller plus dans une direction ou dans une autre. Parfois c'est important, je pense, de se poser, de prendre un peu de recul et d'écouter vraiment au fond de nous ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est important. Oui, c'est important, je suis d'accord avec toi. Parce que s'écouter, en fait, c'est vraiment choisir de suivre son propre chemin et pas aller dans une direction alors qu'on n'en a pas envie ou juste parce que quelqu'un nous dit de le faire. C'est ça, parce que si tu fais les choses en fonction de ce que les autres te disent, ça va finir par se ressentir. Il y aura moins de sincérité, tu vas faire les choses un peu plus à contre-cœur ou pour faire plaisir. Et bien sûr, il faut faire plaisir à nos clients, mais il faut aussi que nous, on soit en accord avec ce qu'on fait, avec ce qu'on propose, qu'on soit bien dans nos baskets et qu'on puisse se tenir droit quand on nous fait, une remarque ou quand on nous pose une question sur tel ou tel aspect de l'entreprise. Et il n'y a qu'en s'écoutant que tu pourras vraiment être confiante face aux autres, quoi. C'est vrai. Oui. Alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors, les conseils que j'aurais à donner, c'est de bien prendre le temps de se structurer. Parce qu'on a tous des super projets, des super idées d'entreprise, mais il faut vraiment prendre le temps de voir ce qui se fait sur le marché. Donc faire une étude de marché, c'est hyper important. D'analyser vraiment ce qui se fait, ce qui marche pas, de prendre le temps de bien structurer son projet, de se faire accompagner aussi, pas hésiter à demander de l'aide, parce que c'est impossible de savoir tout faire seul. Il n'y a personne qui va savoir faire à la fois du juridique, de la comptabilité, du management, de la communication. C'est compliqué d'être sur tous les fronts, et puis avec 24 heures dans une journée, 7 jours dans une semaine, donc à un moment donné... c'est bien aussi de savoir poser des questions aux personnes qui ont les bonnes compétences et de te concentrer vraiment sur ce sur quoi tu es doué. Donc demander de l'aide, se faire aider et ne pas négliger aussi la force du réseau. C'est hyper important parce que parfois il nous manque le contact, le fournisseur, la bonne information, le conseil qui peut tout changer, et il faut pas rester dans son coin dans ces moments-là. Il faut pas hésiter à partager ses problématiques, partager ses besoins, partager ses doutes, ses questionnements avec d'autres entrepreneurs, même parfois de milieux qui n'ont rien à voir avec celui dans lesquels on est. Ça peut vraiment permettre de débloquer les situations et d'aller plus vite, d'aller de l'avant. Ouais. Ok. C'est de très bons conseils. Merci, j'espère que ça vous aidera. Oui, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je mettrai les liens des réseaux d'Isabelle dans les commentaires et même là dans la vidéo, ainsi que l'adresse de son café à Lyon, Wassai. Voilà. Donc, merci à toi. Avec plaisir, merci Jessica. Il n'y a pas de souci. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au plaisir de vous accueillir au café.